Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans le podcast Tribu de Radio Ma'arif, le podcast qui vous plonge à la recherche de nos racines. Et pour nous aider à les comprendre, ces racines, nous avons convoqué un intellectuel qui nous est très cher, Hassan Rachiq, anthropologue, professeur à l'université Hassan II. Hassan, bienvenue dans notre podcast. Merci. On est très content de t'avoir. Moi aussi. on a attendu. Moi aussi. Je fais partie des gens qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir dans ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que tu as proposé. On va parler de nomadisme et changement. Alors, pour commencer par le début, qu'est-ce que le nomadisme, s'il te plaît? Alors, nous sommes des sédentaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Non, mais nous sommes aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, des sédentaires. À présent, nous sommes des sédentaires. C'est un mode de vie qui est fondé essentiellement sur la mobilité. Et puis, c'est un mode de vie qui est une sorte d'adaptation à un milieu ingrat. Ça peut être désertique, steppique, mais en gros, là où la pluviométrie est très très faible. Donc ce n'est pas uniquement un choix intellectuel ou un choix culturel, c'est une manière, pour certains groupes, au Sahara, dans les grandes steppes, les hauts plateaux au Maroc, de s'adapter à un milieu ingrat. Donc nomadisme, ce n'est pas une culture, on désigne pas forcément, on caractérise pas forcément la culture du groupe. Un nomade peut être berbère, peut être musulman, peut être tzigan, etc. Donc c'est uniquement un rapport au sol. Mobilité. Et dans le cas du nomadisme au Maroc, c'est mobilité qui est en rapport avec la production pastorale. D'accord, avant de rentrer dans les détails de ce nomadisme, dans quelle mesure il a été important dans notre histoire? C'est-à-dire en termes de masse. Voilà. Si on prend les Marocains dans le passé, est-ce qu'on peut dire que le pays était majoritairement nomade, partiellement nomade, très minoritairement nomade? Ça concernait combien d'entre nous? C'est très difficile. Les premières statistiques, c'est 1936. Et qu'est-ce qu'elles disent? 1936, les nomades étaient relativement nombreux. Donc vous avez toute la partie entre un peu Ain Ben Mtar jusqu'à Figuig. Vous avez également de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais au sud du Maroc. Vous avez les sédentaires, mais il y a une majorité qui était des transhumants. Et ça, c'est un autre mode de vie. La transhumance, c'est uniquement, vous n'êtes pas sédentaire, mais vous n'êtes pas non plus transhumant. Mais vous avez des saisons de déplacement, saison d'été par exemple, ou saison d'hiver. Donc vous avez deux types d'habitats. Un habitat d'hiver et un habitat d'été. Les habitats, par exemple, l'été, ça va être les montagnes vers Azilal, etc. Et puis l'été, ça va être vers Zaboura. Donc tu as 300 km, 350 km, un espace où ils sont très difficiles. Très difficile, je ne sais pas même si on peut avoir des statistiques pour dire, maintenant, si on se dit les régions sédentarisées au Maroc, c'est l'anti-Atlas, le Haut-Atlas occidental, un peu le Haut-Atlas oriental où il y a les transhumants et le Rif. Le reste, moi je peux risquer et dire que le Maroc était beaucoup plus sédentaire que nomade. D'accord. Mais je n'ai pas de statistiques, sincèrement. Mais quand tu dis que les transhumants ont deux résidences, été et hiver, on parle de résidence en dur, on parle de tentes, j'ai du mal à visualiser. Ça dépend, donc ça peut être uniquement des tentes. Et puis, comme il fait froid dans les hauts alpages, donc vous pouvez avoir le dur, mais un dur vraiment très, très précaire, ce qu'on appelle les azban. Très précaire, et c'est en pierre sèche. Souvent, c'est en pierre sèche. Donc, tu as deux types d'habitation. Bon, l'habitation principale des Aïtata, c'est la tente. Ils se déplacent avec une tente, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais là où il fait froid, tu as ce qu'on appelle les azib, c'est des maisonnettes en pierre sèche. Mais c'était pas des sédentaires au sens du Haut-Atlas, au sens du l'Anti-Atlas, avec des villages compacts, etc. Donc, il y avait quelques petits villages, mais c'était insignifiant dans cet espace-là. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas parler de mode de vie? Non, de culture. D'accord. Pourquoi on ne peut pas parler de culture? On ne peut pas parler de culture parce que c'est un rapport au sol. Les nomades eux-mêmes distinguent, on a parlé des noms, comment ils se nomment, comment ils s'identifient. J'ai travaillé sur l'Ibn-Gil, Confédération tribale Ibn-Gil. Ils étaient 13 000 habitants en 1936. Enfin, les statistiques, le recensement de 1936, c'était pendant la période coloniale. Et donc, il y avait deux mots qui les désignaient, pas uniquement les Ibn-Gil, mais tous les nomades. Il y avait le mot Rhal, qui veut dire nomade. Il y avait le mot Arab, qui est proche de Arabe, que les Français, les francophones traduisent par bédouin. Donc, quand vous êtes Rhal, par exemple, vous pouvez rester Rhal tant que vous êtes nomade. Mais le mot arabe ne disparaît pas, même si vous n'êtes pas nomade. Vous avez une culture du nomadisme, par exemple la classification du paysage, comment nommer le paysage, classification des moutons, les valeurs, le rapport au cheval et ainsi de suite.
Ça va disparaître avec la deuxième, troisième génération. Mais la première génération, même celle qui s'est fixée dans les petites villes, à Bouarfa, à Tendrara, tu lui dis est-ce que tu es arabe, il va te dire oui, je suis arabe. Tes fils, moi, non, ils sont à l'école. Même mes petits-enfants maintenant ne reconnaissent pas le chameau. Quand il y a un chameau sur le truc, là c'est une anecdote, un nomade qui était un peu dépité en me disant ça, son petit-fils identifiait le chameau en le nommant Bagra, vache. Et pour lui c'était La fin. c'était vraiment le summum de la fin de l'arab. Le mot arabe, les bédouins. Donc il y avait cette distinction entre être rahal, les états peuvent être rahal, ils sont berbères, et ainsi de suite. Donc. Mais la caractéristique culturelle, elle est différente. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir, il a très peu de choses à voir avec le nomadisme. D'accord, c'est une distinction qui est nouvelle pour moi. Rahal et arab. Ouais, je découvre. Ils peuvent être, comme j'ai dit... Parce que pour moi, Rahal, c'est le nomade, point. C'est-à-dire quand on va vers Zagora, etc., qu'on discute avec des gens qui viennent de ce milieu-là, qui disent Rahala. Ouais. C'est-à-dire ce sont des nomades. Oui, mais ça, c'est en caractérisant le rapport au sol. Oui, maintenant, c'est-à-dire la tente, le chameau. Voilà, maintenant, si on va dire, quelles sont les valeurs, les cérémonies de mariage, quel type de chansons, quel type de poésie, là, tu vas trouver d'énormes différences entre les tribus nomades arabophones et les tribus transhumantes aux nomades sahraouis, etc., etc. Quand tu parles des tribus nomades arabophones, est-ce que ce sont les descendants des fameux Hilaliens qui sont arrivés du temps des Almohades? Une bonne partie, c'était vraiment les confins, et c'était même des ennemis des États et d'autres, etc., oui. On peut dire ça, mais c'est très difficile, hein, donc. Oui, bien sûr, c'est pas des maths. C'est pas une généalogie. Non, c'est pas une généalogie. Avec un état civil, etc. Donc, mais bon, on peut dire ça, oui. Il faudra rappeler ça, bien sûr. Il y avait des tribus nomades qui sont venues de l'Orient. Les plus connus, les plus célèbres, c'est Bni Hilal, mais il y a Bni Solim, mais il y a d'autres. Bni Maqil, qui sont aussi importants. On a du mal, on a parlé avec les historiens sur ce point-là, qui nous ont raconté cet épisode-là, qui s'est plus ou moins passé pendant les Almohades. On a du mal à évaluer l'impact démographique, parce qu'apparemment, ce sont des grandes tribus, enfin des grands contingents qui ont été installés autour des villes, des garnisons pour en faire un petit peu une armée, mais qui ont eu un grand impact sur la culture de notre pays, etc. Mais on a du mal à voir si on parle de 20 000, 10 000, 100 000... En tout cas, moi, je ne suis pas historien, donc j'ai travaillé sur des nomades depuis, on va dire, 1845. Voilà, les anciennes archives sur les Bni Ghil, c'est 1845. C'est le traité de Mernia entre le Maroc et l'administration coloniale française. Bien sûr, sur l'histoire, il y a des historiens qui ont fait un peu l'histoire des hautes steppes, de Figuig. Mais moi, j'ai travaillé sur le nomade. Le plus important, c'est les années 70 et les grands changements à partir des années 70. Alors, on va parler des années 70, mais juste avant, j'aimerais bien un petit point sur cette histoire du traité de Mernia. Donc, c'est un traité entre le Maroc et la France, c'est bien ça? La France, l'administration coloniale, oui, en Algérie. Voilà, puisqu'il faut rappeler que la France était installée en Algérie à partir de 1830. Oui. Le Maroc quasiment a subi le protectorat un siècle plus tard. Oui. Et donc le premier traité qui concerne les frontières a été signé entre l'administration française coloniale et l'administration marocaine. Exactement. Pour fixer la frontière. Cette frontière-là... Une partie de la frontière. Voilà, la frontière nord. Exactement. La frontière nord, donc entre Oujda et Tlemcen, etc. Jusqu'à Teniet Sassi, ce qu'on appelle Teniet Sassi, chez mes nomades, je vais les appeler mes nomades parce que je les ai connus pendant 2 ans et demi, 3 ans. Alors quel travail tu as fait avec ces nomades? Alors, dans ce traité, on les appelle arabes, en arabe. D'accord. Arabes Bani Ghil. Et Arabes Bani Ghil sont l'autorité du sultan, peu importe l'espace, même lorsqu'ils sont de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, c'est toujours l'autorité du sultan qui prime. Donc on n'a pas cette conception un peu moderne de la territorialité, de la norme, etc. C'est un lien de tribu à sultan. Un lien personnel, interpersonnel, un lien d'allégeance. Tu sois Mernia ou tu sois Ain Sfra ou Abshar, tu es toujours sous l'autorité du sultan de l'époque. Donc dans ce traité-là, on fait les liens entre les tribus et le sultan. On dénomme les tribus qui sont sous l'autorité du sultan et les tribus qui sont sous l'autorité d'eux. Parce que au-delà de Teniet Sassi, ce n'est plus une frontière tracée avec une ligne, c'est uniquement une identification des tribus. Quelles sont les tribus qui sont sous l'autorité de l'administration coloniale française et celles qui sont sous l'autorité. Donc il n'y a plus de territoire au sens géographique, moderne du terme. Ouais, ça pose pas de problème. Est-ce que ces tribus ont été consultées ou comment s'est passée la division? Je ne pense pas. J'ai pas bossé sur ça. C'était sur les archives, donc les archives on peut pas les faire parler, on peut pas leur poser toutes les questions. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est juste identifier l'idée de l'espace territorial à l'époque pour des nomades. Il y avait un espace
qui était relativement contrôlé par les Bnei, ils le savent. Ils peuvent même vous identifier. Bon, c'est plus grand que le Liban. Hein. Quand je parle de Bnei, c'est plus grand que le Liban. C'est de Ain Bnei Mtar jusqu'à Figig. Donc c'est un peu 200-250 km de long jusqu'à 300. Pour combien de personnes 1936, 13 000. Et juste après, je ne me rappelle plus, mais le dernier recensement, à l'époque, lorsque je faisais mes enquêtes, 84, ça va être à peu près le double. Je ne suis pas sûr. Donc un territoire grand comme... Je peux vous l'envoyer. Non, mais un territoire grand comme le Liban pour 13 000 personnes, ça veut dire qu'il y a de la place. À l'époque, en 1936. Par la suite, il y a Bouarfa, il y a Tendrara, il y a les citadins, il y a les... Enfin, pas les citadins, mais en tout cas ceux qui habitent Bouarfa, si on peut appeler les citadins. Donc, par la suite, on ne peut plus parler uniquement de nomades. Il y a déjà une préfecture avec les fonctionnaires, avec les étrangers, etc., etc. Alors, tu as parlé des années 70. C'est dans les années 70. Les années 70, je pense... je dois préciser que j'étais parti comme consultant. Je n'étais pas parti pour écrire un livre. Donc, c'était une consultation avec Abdallah Hamoudi, Abdallah Ibn Sherifin, un géographe, et Mohamed Touzi, qui nous a rejoint un peu une année plus tard. Nous avons fait la consultation, et puis, bon, je me suis dit, bon, j'ai assez de matériaux. Après la consultation, j'avais assez de matériaux pour faire un livre. Donc, j'ai commencé à écrire 91, 92, pendant 6 ans, 7 ans interrompus. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que les gens eux-mêmes, chaque fois que tu leur poses les questions sur tel ou tel changement, telle ou telle rupture, ils te disent Sebaïn, 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 Sebaïn. Tout est ramené à une date, 1970. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 1970 ? Alors, 1970, quand est-ce que vous avez commencé à vendre vos chameaux, à abandonner les chameaux? À partir des années 70, bien sûr, avec les statistiques, etc. Nous avons quelques 2-3% qui ont vendu avant, etc. Mais la majorité a abandonné, en gros, les chameaux à partir des années 70. Le chameau et la nomade, c'est des jumeaux. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Quand tu abandonnes le chameau, ça veut dire que tu as abandonné un mode de vie. Sur l'abandon de la tente, moins, parce que même ceux qui sont fixés, les nomades qui sont fixés, habitent encore la tente. Et donc, ce qui s'est passé à partir des années 70, eux, ils expliquent ça par la sécheresse. La sécheresse des années 70, qui était terrible, qui était terrible à l'époque. Bon, moi, je suis chercheur. Je me dis, bon, écoutez, vous êtes nomade, la sécheresse, c'est un peu banal. C'est pas la première, disons. Donc, j'ai fait un peu l'histoire des sécheresses de 1920, avec des noms que j'ai oubliés. Donc, Am Boulgron, Am ceci, Am cela, etc. Et c'était des sécheresses. La dernière, qui était un peu générale au Maroc, c'est 1940-1945, Am Lboun, etc. Et donc, j'ai vu à chaque fois, il y avait 6, 1920, 1926, 1945, minimum 3 grandes sécheresses, qui ont obligé les Bnei-Gil de quitter le territoire, d'aller ailleurs, soit en Algérie, soit au Gharb, le Hajib, la plaine de Seyss, etc. Alors, résultat des courses, ce n'est pas la sécheresse, parce que la sécheresse, les gens s'adaptaient. Au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 1952, d'après les statistiques, ils ont retrouvé un peu leur troupeau d'avant la sécheresse. Donc il y a toujours une adaptation, mais une adaptation qui était conditionnée par l'environnement de l'époque. Moi, mon explication, ce n'est pas la sécheresse uniquement, c'est que l'environnement des nomades a changé. Dans quelle mesure? Quel environnement? Économique, social, administratif? D'abord, parlons dans cet ordre. Rappelle-moi l'ordre. Économique. On va parler d'économique d'abord. Économique, commerce caravanier. Avec la colonisation, le commerce caravanier, bon, c'était pas tous les nomades, mais les notables nomades, les grands, le kabar, moi les larb, comme ils disent, bien sûr, pratiquaient ce type de commerce. Tombouctou, etc. Donc c'est pas un petit commerce caravanier. Donc à partir de 1904... Excuse-moi, je t'interromps, parce que pour nous, ce fameux commerce transsaharien, des caravanes de nomades, Tombouctou, Timbuktu, etc., pour nous, c'est Ahmed Mansour, c'est Moulay Ismail, c'est Zalmouhad. Non, mais en fait, tu es en train de me dire que ça s'est terminé très tard. Très récemment. Très tard, on va dire les années 50 un peu. Donc il y avait encore des caravanes qui partaient de Figuig vers là-bas. Bon, je ne peux pas apprécier l'importance de ces caravanes. D'accord. Mais de l'autre côté, du côté de Elir, Tazarwalt, jusqu'aux années 30, aux années 40. D'accord. Et donc même une partie, mais bon, ça je l'ose, je le dis, ça reste à vérifier, qu'une bonne partie de ces gens-là, qui avaient une certaine compétence de nos commerces caravaniers, se sont convertis et sont venus à Casablanca, à Oran ou à Marseille
pour faire du commerce, et du grand commerce ou du petit commerce. D'accord. Donc la compétence des soucis, etc., surtout les Aït-Mzal, n'est pas venue avec la colonisation. C'est un héritage ancien. Donc les gens savaient faire un peu de comptabilité, etc., etc. Tu es en train de nous dire que le fameux épicier Souci, qui est un vrai réseau national et international, qui s'étend jusqu'en Belgique, en France, etc., est l'héritier quelque part de ses ancêtres qui commerçaient. Au début, par la suite, la boule de neige. Non, mais il est mais conceptuellement l'héritier de ses ancêtres qui commerçaient avec le Sud. Les précurseurs. D'accord. Parce qu'après, c'est une autre logique. Hein, quand tu le sais, quand les premiers adoptent, et puis les seconds, il y a deuxième, troisième génération. Je le dis avec beaucoup de réserve. Un livre sur un grand souci vient d'être traduit en arabe par l'IRCAM, pour ceux qui s'intéressent à ça. North of the Trade, de John Waterbury. C'est une biographie d'un grand commerçant, c'est Ibrahim, de Darb Omar. Très belle biographie. De quelle période? Les années 60. Donc, Sibrahim de Darb Omar, on voit très bien, nous, Marocains de 2020, on voit très bien ce que c'est qu'un grand commerçant. C'est une belle Souci, biographie. On connaît ce personnage dans notre environnement. Mais ce qu'on comprend là, c'est que ça date pas de nous, quoi. Alors, il y a cette compétence. Les nomades n'avaient pas cette compétence, ne savaient pas compter à l'époque. Et donc, c'était les gens de Figuik qui leur comptaient de l'argent. Ils ne savaient pas compter parce que c'était pas un nomade est un nomade. Bref, commerce caravanier économique, commerce caravanier. Le deuxième élément qui est très très important, c'est que tous les marchés, avant 1910, 1912, tous les marchés étaient situés à l'extérieur de ce territoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce vaste territoire. Donc c'était soit le Gharb, donc Fès, etc., Debdo, soit de l'autre côté de l'Est, Bni Ounif, Figuig, Ain Sfra, etc. Ils n'avaient pas un marché, donc chaque fois qu'ils avaient besoin de denrées alimentaires, du thé, du sucre, donc il fallait se déplacer. Donc le marché va s'installer avec la colonisation, va s'installer à l'intérieur. Donc les grands déplacements vont un peu se réduire pour les besoins. Voilà, deux exemples. Le deuxième, c'est le plus important, c'est le rétrécissement, mais vraiment la réduction de l'espace de nomadisation, qui va s'aggraver avec la fermeture des frontières en 1965. Donc administratif, c'était le troisième point. 65, politique, administratif, 1965, 70 c'est prêt, hein, donc au bout de 5 ans on peut ressentir le... Donc d'un seul coup, ils sont d'un seul côté de la frontière. Bien sûr, il y a toujours la contrebande, on peut toujours passer, mais bon, pas massivement. Comme tu le sais, toutes les frontières sont poreuses, mais bon, ils sont poreuses pour certains, mais pas pour tout le monde. Il y avait également les défrichements au sein de l'espace. Quand on parle de défrichement, donc les grands nomades et les nomades moyens vont attaquer d'abord les parcours les plus plantureux, les plus riches, pour les mettre en agriculture. Deuxième rétrécissement. Le Seis, le Hajb, etc., où il y avait des parcours, là également, avec surtout le tracteur, les années 60, il y aura un défrichement massif. Avec une arrière, à la limite, une journée, 2 journées, 3 journées, tu arrêtes. Avec le tracteur, donc, que ce soit Al-Hajjab ou Seis, donc tous les parcours qui étaient un peu les wolfs. Hein, les wolfs, c'est un peu là où on a l'habitude d'y aller. Les parcours, on a l'habitude, vont se rétrécir. Il y a d'autres exemples, mais l'idée, c'est tout simplement qu'il y a la sécheresse, l'outil du nomade, l'instrument principal du nomade, chaque fois qu'il y a la sécheresse, il se déplace. Il y a la sécheresse, il ne peut plus se déplacer. Défrichement des grands madrs. Le madr, c'est un peu, c'est des sites cultivés, mais des sites cultivés très riches. Donc la réduction de l'ère de nomadisation a fait que l'outil principal qui lui permettait de s'adapter à la sécheresse a disparu. Donc la sécheresse est là, mais ce qui a aggravé la sécheresse, c'est le fait que la solution ancestrale n'existe plus. Est devenue compliquée. Est devenue caduque. Il y a le chameau, il y a le douar. Le chameau en tant que moyen de déplacement, mais le douar en tant que cadre de déplacement. Le douar, c'est un mot un peu courant pour dire village au Maroc, mais chez les nomades, c'est un groupement de tentes, on va dire une association économique. De quelques familles. En gros, ils peuvent être familles, j'ai travaillé sur ça, ils peuvent être familles comme ils peuvent ne pas être familles. Mais souvent, c'est des familles. Mais quand j'ai fait un peu les rapports de parenté, pas forcément. Donc c'est une association économique beaucoup plus qu'une parenté ou une parentèle, même si on trouve des parents. Tous les parents ne font pas partie du même douar, parce qu'un douar va comprendre une huitaine, une dizaine de tentes. D'accord. Pour le déplacement. Donc il y a le douar qui va disparaître également les années 70. Tu lui dis, bon, quand est-ce qu'a disparu le douar? C'est bien. Donc soyons clairs, un douar, c'est pas le village qu'on connaît, c'est une association de tentes, c'est un camp, une sorte de camp. C'est une association économique, un groupement de tentes qui sont groupés pour, bien sûr, se déplacer en commun. Une fois qu'ils
Le campement, bien sûr, il faudra au moins garder une certaine distance de 4-5 kilomètres, même si c'est un douar. 4-5 kilomètres entre le voisin, donc, parce qu'on a souffert pour l'enquête. 7 kilomètres, 8 kilomètres, Non, 7 kilomètres entre un douar et un autre. Là, le douar, moi, nous sommes 8 frères et 2 sœurs, et peu importe, et voisins et cousins, etc. Nous nous déplaçons en commun. Une fois on arrive au parcours, on se disperse. Ah, d'accord. On se disperse, donc C'est- entre chaque une ou deux tentes, parce que ça dépend des familles, il y a des familles où D'accord, il y a deux d'accord, tentes. d'accord. Pour le troupeau, donc on ne peut pas mettre le troupeau sur le C'est même pas le parcours. camping qu'on imagine. Ah non. C'est pas- Ça peut se trouver dans certaines photos lorsqu'ils moissonnent. D'accord. Ils ne sont pas là pour Donc, dans le douar, entre la famille et son voisin, 7 kilomètres. 7 kilomètres. Nous, on a souffert, je l'ai dit, on a souffert parce que pour faire les entretiens, les questionnaires, etc., donc il faut vraiment se déplacer. On s'est beaucoup déplacé. Et une fois, j'avais un malentendu avec un nomade. Je lui ai dit, tu m'as dit, c'est prêt. Et puis, nous, on a fait une quinzaine de kilomètres avec la lanterne. Et j'ai raconté ça. J'ai dit, écoutez, le Cheikh X et le Cheikh Y, voilà. Il m'a dit, déjà, العربي ملي يوريك بالقمقوم عارفها مشيت يوم. D'accord, une journée. Une journée. Donc le gomgom, bon, c'est le bec. Mais ici, c'est la métaphore pour dire la bouche serrée. Bon, quand tu as la bouche arrondie, tu dis même pas avec l'index, c'est là-bas. Non, juste avec la bouche. Ouais. Bon, il n'y a pas de visuel. Alors, imaginez la bouche serrée, arrondie, et puis bon, au lieu de l'index, il te montre. Et donc, il y avait le douar qui est une association économique. Il y avait deux types de douar, très rapidement. Un douar, parce que كيقول لك بالدارجه الاساس ديال الدوار هو بومحوش. بومحوش c'est le gardien De chameau. de chameau. Alors. Dromadaire en fait, mais bon. Si on veut être un peu puriste, ouais, voilà, sur le nombre de bosses. voilà. Mais bon, on les appelle les chameaux. Enfin, Chameau. Moi, ça me dérange pas. C'est des chameaux, donc boumhouch, ça veut dire que j'ai besoin de 3-4 minimum chameaux pour me déplacer, pour déplacer mes tentes à l'époque. Je pouvais pas avoir un gardien de chameau et les chameaux sont terribles. Ils sont connus pour leur errance. Donc ils sont obligés d'avoir un gardien de chameau en commun. D'accord. On appelle بومحوش لأنه كيحوش كياخذ من عندك 4, il prend 3 de ceux-ci, 3 de ça. Le parking. Voilà, exactement. Il prend 80 chameaux. Et puis il y a un contrat très compliqué entre le chameau parce que comment diviser, etc. Bon, peu importe. Pourquoi c'est compliqué? C'est pas à la tête? Non, quand tu as 4 et l'autre 3 et le gardien de chameau doit avoir 16 brebis suitées ou pas suitées, etc. Donc, comment on va diviser? Bon, non, c'est compliqué. Mais ça existe. Enfin, le calcul existe, il est très rationnel, etc. Non. Et D'accord. puis, bon, ça peut ne pas intéresser. Non, mais c'est intéressant. C'est une technique. Alors, je vais faire un encadré, je te l'envoie. Donc. Vous faites pas d'encadré dans ce podcast. Non, mais on peut donner un lien sur le tarif par nuit, par chameau, par brebis. Boumhaouch, et puis le même gardien est appelé Moulbel, le nom change, lorsqu'il a un contrat uniquement avec le grand. Le grand, c'est le grand qui a, je sais pas, 4 troupeaux, 4 fois 200, 300, 400, 4 bergers, un gardien, des indigents qui sont avec lui, des clients. D'accord, ça c'est le grand parking. Le grand. Et donc, Moulbel, il a un contrat clair avec le grand, donc 16 brebis, c'est 16 brebis, donc il va lui donner 16 brebis. Et là, c'est intéressant, tout à l'heure j'ai parlé de l'arabe et Rahal. C'est important pour l'anthropologue, l'entrée par le vocabulaire. Tu n'entres pas par le vocabulaire, tu peux rien comprendre à une culture, ni à un mode de vie. Boumhaouch, c'est la même personne qui s'appelle Ali, aujourd'hui il peut être Boumhaouch, et demain avec un autre peut devenir Moulbel. Alors, ce qui est important pour le changement, c'est que le grand va sentir le vent. Les grands, ils étaient 13 ou 14% dans les années 70 à acheter le camion. Ils vont sentir cette réduction de l'espace. Ils vont profiter du fait de ce transport motorisé, le camion, pour acheter le camion, vendre les chameaux et passer au transport, motorisé. Mécanique. Ouais. Passer au transport motorisé, ça veut dire que les grands, qui étaient relativement nombreux, même si c'est 13%, 14%, imagine, il y avait à chaque fois 8, 9 indigents. Ceux qui n'ont pas de chameau. Indigent, un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de chameau pour se transporter. Pour transporter sa tente. Ils étaient agglutinés, moyennant quelques petits services par-ci, par-là, etc. Et ils leur donnaient ce qu'on appelle le mniha. Le mniha, c'est une vingtaine de brebis, juste le lait, qu'il n'y ait pas de pain nu, donc du pain avec un peu de bol. Donc du jour au lendemain, tu as une partie de la population nomade qui va
Paupérisé. Qui va être paupérisé et exclu des parcours. Il n'a rien à faire de parcours. Donc ils vont un peu agrandir les bidonvilles de Bouarfa. Les autres, comme c'est une association, moi j'ai 3, j'ai 4, donc ça va être progressif. Donc ça va s'étaler sur une dizaine, une douzaine d'années, ça dépend. Mais à un moment, les gens ne peuvent plus rétribuer le boumhaouch parce que ça devient plus cher lorsqu'il y a uniquement 3 ou 4. Et donc le douar, la disparition du douar, c'est à peu près les années 80, fin des années 70, début des années 80. Chameau, disparition du douar comme association. Donc le nomadisme à la traditionnelle, on va dire, a disparu en gros 1982-83 de façon relativement définitive. Ce que perd le Maroc, parce que c'est ça Avant d'aller sur ce que perd le Maroc, une petite question, parce que les années 70, c'est également l'année où l'administration marocaine se met un peu à nous fixer, à nous ficher, à nous demander des shahadat soukna et où est-ce qu'on est né, des états civils. C'est complètement anachronique avec ce mode de vie. Il y avait des situations où la fixation était forcée par l'État. Je pense que c'était une fixation, je ne vais pas dire spontanée, mais bon, qu'on peut expliquer, mais qui s'est faite en dehors de l'État. Maintenant, est-ce que l'État a joué un rôle indirect dans la fixation des nomades et dans même l'adaptation à un nouveau mode de nomadisme? Oui, bien sûr. On peut en parler. J'ai parlé tout à l'heure des marchés. Il y avait la direction DPA, direction provinciale d'agriculture. Même les circonscriptions électorales, tu les fais avec un autre mode parce qu'il y a la mchicha, il y a le mqaddam, etc. Donc, shahadat soukna, ça va être le mqaddam flani, Reda, Allali, donc il est dans le mqaddam flani. Quand tu as une lettre, l'agent de la poste va la donner au mqaddam et le mqaddam va te chercher. Ça se fait même chez les sédentaires. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas le numéro 10 et la rue 15, etc. Donc, c'est des sociétés où les personnes sont encore en contact. Les relations sont des relations interpersonnelles. On te connaît à 200, 300 kilomètres, si tu es marié, si tu as pris une seconde femme, ou si tu es divorcé, etc. Donc non, il y a d'autres moyens. Et puis le Maroc, tu sais, c'est nouveau pour le Maroc, ces questions-là, d'identification des gens à un territoire déterminé. Parce que l'histoire du Maroc, c'est que les gens étaient identifiés en tant qu'appartenant à un groupe, beaucoup plus qu'à fixer un territoire. Plus qu'appartenant à une rue. Oui, ça posait pas beaucoup de problèmes. Maintenant, bien sûr, avec la sédentarisation, ça pose un problème. Le Maroc a perdu donc sur le plan, disons, du patrimoine immatériel culturel, toute la culture bédouine, tous les ustensiles qui étaient fabriqués en helfa, la poésie et les danses, etc., bon, on peut toujours les sauver. La biodiversité, c'était l'armoise, c'était l'helfa, et d'autres noms qui sont relativement locaux, que j'ai même pas traduit ni en français ni en latin. Donc la biodiversité est un mode de vie qui est adapté aux steppes. Il y a des steppes, tu as un pays comme le Liban, tu vas le laisser en friche, une fois qu'il n'y a plus de nomades. Comment on va exploiter 26 000 mètres carrés? Donc voilà ce que perd le Maroc. Pas uniquement, ça peut être pour le Khtara, ça peut être pour le Sahara, etc. Et on peut toujours, bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois, on peut toujours se rattraper, au moins pour... bien sûr, ça ne va pas être le helfa de l'époque, ça ne va pas être un usage familial, etc., peu importe. Mais bon, au moins, parce que j'ai vu ces tabag et ces hellab, etc., donc on buvait du lait, c'est magnifique déjà à voir. Et imaginez le helfa, je ne pouvais pas savoir que le helfa peut être imperméable. Imperméable? Oui, parce qu'il y a du lait dedans, etc. Donc, peu importe. Donc la biodiversité, un patrimoine immatériel. C'est tous les Marocains, je le dis sans nostalgie. Je le dis sans vraiment une nostalgie romantique, etc. Il faut que les Marocains, etc., restent nomades, etc. Ils ont le choix de rester nomades ou pas. Mais on va dire le rapport au sol, le rapport au relief, le rapport à la nature, ça on va le perdre. Je dis on peut toujours se rattraper. Même un citadin peut avoir un rapport autre. Moi, toi et les autres, un rapport autre. Moi, quand j'étais là-bas la première fois, j'avais lu à l'époque une description d'un Français et tu disais, s'il n'y avait pas ces poteaux télégraphiques, le paysage est monotone. Moi, je l'ai cru, parce que j'ai fait ça en une journée. J'ai trouvé que c'est monotone. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de ceci. Je t'assure, 3-4 mois après, avec les gens, quand j'ai commencé à nommer l'Argoub, l'Hlassa, l'Nif, l'Shibka, et tu as ça, une centaine de mots de ce type.
qui décrivent une déclinaison. Le bzoula, le gara, des choses qu'on trouve ailleurs. Hein, donc, des noms. Le gara, c'est Jebel Maqta'. D'accord. Voilà. Zola, c'est quoi? Le bzoula, Oui, non, voilà, je parle de... Maqta', mais qui a la forme de bzoula. D'accord. Parce qu'il te dit, فين غنمشيو حدا ديك البزوله وانت بيان سور البزوله بون citadin et tous les citadins on imagine un saint ça a la forme d'un saint, d'accord. Le Gara c'est beaucoup plus allongé, c'est Jebel Maqta' beaucoup plus allongé. Donc la finesse dans la description des reliefs. La finesse de l'identification, de la description, ça on va le perdre. Le rapport à la propriété également. Le rapport à la propriété. Au foncier, le rapport au foncier. Au commons. On a parlé tout à l'heure. Commons, c'est-à-dire les biens communs. Les biens communs, le collectif. Ça reste encore. Il y a encore les terrains collectifs, il y a des coopératives qui ont été créées et qui gèrent des commons. Donc, c'est pour ça que j'ai dit on peut mise en commun des ressources. Exactement, c'est mis en défense, c'est géré par une coopérative. Maintenant, dans la tribu sur laquelle je travaillais, il y a une vingtaine de coopératives qui gèrent ces terres collectives. Mais quelles sont ces choses collectives? C'est des terrains? C'est des terres collectives. Je t'ai parlé du territoire, 26 000 mètres carrés à peu près. Quand on parle de commons, ou des terrains collectifs, ça c'est valable pour les États, c'est valable pour les nomades du Sahara, c'est valable à peu près pour tous les nomades. Un nomade a besoin de au moins 2 types d'espaces. Un espace pour l'été et un espace pour l'hiver. Minimum. C'est-à-dire je suis un éleveur des États, j'ai besoin des alpages du mois de juin jusqu'à septembre. Et puis j'ai besoin de dire du piémont septembre, octobre, novembre. Et puis par la suite j'ai besoin du Sahara. Lorsqu'il fait vraiment très 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 froid. C'est discontinu, c'est-à-dire que la même tribu, 8X, va avoir un bout de terrain ici, un autre bout là-bas et un autre bout là-bas. Avec des chemins. Les territoires n'est pas continu. Ce n'est pas des chemins. Non, c'est des espaces de 10 km sur 50 km. Non, je veux dire des chemins entre les espaces. Il n'y a même pas de chemin. D'accord. C'est une sorte de damier. Et moi, j'ai le dame F2, et G3 et GX, etc. Et ce F3 ne m'appartient pas. Donc, on peut être 2-3 tribus sur le même territoire. Donc, c'est la discontinuité territoriale. Et c'est le redoublement des... C'est fou. Les Français, surtout ceux qui ont travaillé sur l'Algérie, étaient fous parce qu'ils ne pouvaient pas. Eux, la carte de résidence, la cartographie un peu à la règle et au compas, etc., ne pouvaient pas comprendre la logique de ces transhumants, de ces nomades, pour qui l'espace n'est pas un espace continu. Que j'ai besoin de 3 types d'espace. Et c'est valable également pour le Haut-Atlas. Hein. Le Haut-Atlas, donc chaque tribu, tu prends une tribu, tu as 50 km. Msfewa, qui a été étudié par Pascal de l'Houz, tu as 10 km de large, mais 50 km de long. Donc, la plaine, Dir ou les alpages. Et ça, bien sûr, c'est au moyen de bagarres, de voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Hein, des tensions entre les tribus pour partager un de ces 3 espaces. Oui, quand c'est au sein de la même confédération, c'est à croiser la confédération tribale. Donc, ce n'est pas... On ne mobilise pas 13 000 personnes, mais il sert un peu à protéger cette terre qui est utile pour toute la confédération. Et au sein de la confédération, bien sûr, les gens connaissent leur parcours. Parlons un petit peu de l'adaptation de ces nomades à la sédentarité. Alors, pas vraiment la sédentarité, c'est vraiment l'adaptation à un autre mode de nomadisme, pour une partie. C'est-à-dire avec le camion, la tente, bien sûr, sera toujours l'habitation normale. Mais elle est sur le camion. Du nomade, oui, elle est sur le camion, transportée sur le camion, ou grâce au camion. Et donc, tu as les 13% dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui sont des nomades, ils ont leur camion. Alors l'avantage, les chameaux ne sont plus là. Et ceux qui ont gardé le chameau, ils sont donnés en association, en gardiennage à 300 km, juste pour le prestige, etc. Le nomade donc, va acheter le camion à partir des années, on va dire, 66, 67, les premiers, les précurseurs. Il y a toujours les précurseurs, il y a toujours ceux qui sentent. C'est intéressant de parler avec ces gens-là. Mais bien sûr. Ceux qui sentent, mais le reste, bon, il y a le camion pour continuer. Parce que le premier qui va oser acheter un camion, ça, il faut lui dire. À passer le permis. Et oui, à passer le permis en plus. Et donc à connaître la mécanique, etc. Et comment enfler les trucs. C'est un saut culturel énorme, on n'imagine pas. Alors, il va acheter le camion. Donc, le grand avantage, c'est que, maintenant que l'ère de nomadisation s'est réduite, que les parcours se sont appauvris, il y aurait toujours des niches, par-ci, par-là. Et les meilleures niches, c'est les niches qui se trouvent un peu loin des points d'eau. Le nomade doit rester près de l'eau.
avec le mode de transport traditionnel, on va trouver un peu autour de Agoula, autour d'un puits, autour d'une oasis, d'un Ardir, etc. Mais pas d'oasis. Ou si tu peux appeler oasis une verdure quelque part, mais pas sans habitation. D'accord. Sans habitation, on peut l'appeler oasis. Donc ça, c'est la première des choses. Même si c'est appauvri, donc il y a encore quelques parcours qui ne sont pas fréquentés, qui ne pouvaient pas être fréquentés à l'époque. Parce que maintenant, il peut transporter l'eau avec le camion. Donc il va acheter une citerne. Tu suis un peu comment l'évolution technologique. Comment les choses vont se compliquer. Ouais. Il va acheter une citerne parce qu'il va transporter je ne sais pas combien de cubes. Puis il est obligé d'avoir une autre citerne, qui se met citerne, ou l'autre citerne qui se met khazna. Une autre citerne pour stocker l'eau. Donc tu as les deux. Des fois les défus, de temps à autre, défus, etc. Il va acheter des mangeoires parce que maintenant c'est la complémentation. Il ne peut plus compter uniquement sur les parcours. Il y a donc les périodes de soudure, 2, 3 mois ou 4 mois, où il est obligé de complémenter, c'est-à-dire d'acheter de l'orge ou d'acheter des aliments, on va dire, industriels, etc. Les mangeoires, c'est minimum un mangeoir pour 12. Si tu es à l'aise, si tu es un grand, mais si tu es petit, tu peux mettre 14 ou 15, etc. Et puis il va acheter Zriba, parce que Zriba, on ne la connaissait pas. Bon, d'autres connaissaient Zriba, l'enclos. Il va acheter Zriba et ainsi de suite. Bon, plusieurs qui vont alourdir encore davantage sa mobilité. Davantage de l'attente et sa mobilité. Donc, même avec un camion, il va se déplacer 2 fois, 3 fois par an. Même avec un camion. Donc, les déplacements vont être relativement rares. À côté du camion, tu te rappelles, le camion, c'est le grand avec les indigents. La charité, le mniha, il les prenait en charge. Avec le camion, il ne peut pas. Donc, parce que ça coûte cher. Puis, il ne peut pas les transporter. Les indigents sont partis, mais on forme un autre type de douar qu'on appelle pas douar, une unité pastorale à côté du grand, qui sont des propriétaires moyens, 200, 300 têtes. Ils sont obligés de rester avec le grand pour le transport de l'eau. Pourquoi ? C'est lui qui a le camion. Ah, bien sûr. Donc, lui, il va acheter uniquement une khazna. Il ne va pas acheter la citerne. Et moyennant, bien sûr, 210 dirhams par 15 km ou par 20 km, ce n'est pas gratuit. La charité du grand va s'arrêter une fois que... Donc, le grand va devenir distributeur d'eau. Plutôt, il rend service. Ouais. Mais c'est un service payant. Bien sûr. C'est un service payant. Bon, c'est pas un distributeur. Bon. Oui, c'est pas, bien sûr, c'est pas une régie. Exactement. Bon, je crains que ça soit compris comme ça. C'est pas la donc, régie. C'est quelqu'un, bon, bien sûr, c'est toujours ses clients. Parce que bon, c'est quelqu'un qui va leur rendre service. Il faudrait être chanceux pour être accepté par un grand qui a un camion. Parce que ça ne doit pas non plus dépasser une dizaine de personnes. Parce qu'on ne peut pas camper dans une aire de 50 km². On ne peut pas camper à 20 tentes ou 30 tentes, etc. Donc ça va s'alourdir. Donc ceux qui vont continuer à nomadiser de cette façon, c'est les grands propriétaires de camions et leurs associés qui vont former une unité de 10, maximum 10 familles. Pas 10 tentes, mais 10 familles. Le reste, ceux qui n'ont pas quitté le parcours, mais qui ont fixé leur tente. Alors fixer leur tente, j'ai parlé tout à l'heure de Rhal. كتقول له واش باغي كترحل كيقول لك لا ما بغيتش كنرحل وليت غير كنتحول. D'accord, je me déplace. Je change de bivouac parce qu'il doit changer de bivouac pour des raisons d'hygiène, etc., etc. Donc il doit changer. Changer de bivouac, c'est 3 à 4 km. Donc il va faire le déplacement dans le même parcours, 3 à 4 fois par an. Il change. Chaque 2 mois, 3 mois, il change de bivouac. Ça dépend. Lui, il regarde si l'hygiène laisse à désirer. Donc, et la même personne, pour le transport de l'eau et pour aller au marché, etc., il va acheter une charrette. Et donc, tu as le camion, la charrette. Moi, à un moment, j'allais intituler mon livre Comment rester nomade. Le chameau, le camion, la charrette. Exactement. C'était le bon et le truand. J'ai dit, tu arrêtes. Le bon, le truand et la brute. Ouais. Mais vraiment, le dromadaire, le camion et la charrette. Voilà. Parce que c'est les 3 moyens de transport qui sont significatifs de ce chamboulement d'un mode de vie. Comment on est passé du chameau, du douar, à l'unité pastorale, à l'individualisme de la charrette. Ceux qui les charrettes, c'est vraiment, ils sont seuls. Il peut être proche de X, de Y, pour des raisons, disons, économiques ou pour des raisons familiales, mais ils ne font pas une unité pastorale, comme c'est le cas pour le propriétaire du camion. Donc voilà, et puis bon, ceux qui sont sortis, ça c'est une autre histoire, ceux qui ont émigré, ou ceux même qui se sont convertis à l'agriculture carrément. D'accord, qui sont devenus des agriculteurs. Oublions ces populations nomades et regardons-nous, les Marocains, dans leur globalité, nomades, sédentaires, sédentarisés, arabes, hala, etc. Qu'est-ce qui reste dans notre culture, de cette culture nomade ? Qu'est-ce que tu vois, toi qui as étudié le phénomène, dans ce qui t'entoure, des résurgences de ce mode de vie qui a plus ou moins disparu, qui s'est beaucoup adapté ?
Tu veux qu'on rigole un peu? Ah, ben je veux bien, ouais. أنا دابا نخلي عشتك. Je l'ai comprise une fois que j'ai travaillé sur les nomades. دابا نخلي عشتك. عشتك. شنو هي نخلي عشتك؟ العشا, c'est la petite tente. D'accord, C'est une tente misérable. d'accord. Je vais la vider, quoi. C'est la- Donc, au lieu de dire خلي داربوك, Ah, d'accord. ça c'est sédentaire. Hein نخلي عشتك, خلي عشتك, c'est nomade. D'accord. Non, je sais pas. Non. S'il y avait vraiment quelque chose, je serais parti tranquille. J'ai beaucoup appris chez eux. Comme j'ai appris chez les Berbères sédentaires dans le Haut-Atlas. Je le dis comme ça. Bon, j'ai pensé à ça plusieurs fois. Je pense pas qu'il va rester quelque chose. L'anecdote de tout à l'heure, nommer un chameau Begra, C'est la on fin. dit beaucoup. Hein. Tu as même le même grand propriétaire de camion, parce que ils sont majoritairement polygames. Les grands. Donc la polygamie chez les nomades, elle est relativement le principe. Hein. Donc c'est pas l'exception, c'est le principe. Être un grand sans être polygame, 2, 3. C'est un signe de prestige, quoi. C'est un signe de prestige. Et comme disait un grand, حشومة الأم والبنت يكونوا حاملين بجوج. Tu imagines un peu la chose, non? C'est-à-dire le bent, c'est-à-dire sa C'est-à-dire, femme. C'est-à-dire son épouse à lui Ouais, et sa fille qui a 18 ans ou 17 ans qui s'est mariée. ouais. Bah, son épouse peut être toujours enceinte à 40 ans. Ah, Et donc, avoir sa fille et son épouse enceinte, bon, bah, c'est une motivation. Bon, peu importe, j'y crois pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et donc, même, parce que tu as les grands, ils sont à cheval entre les deux. Il a la grande tante avec le Kbira, le Mara Kbira. Mhm. Il est avec les grands enfants. Les grands enfants. Et puis, tu as la deuxième femme, souvent, pour Plus la jeune. scolarisation, la plus jeune. هذا اللي تكلمت عليه قبل كيسميها المرأة ديال الميكا. C'est-à-dire une femme citadine qui ne comprend rien à la vie pastorale. Donc tu as déjà dans l'espace Familial. du nomadisme, Ouais. le nomadisme, de certaines déperditions de la culture nomade. Ne me demande pas ici ou à Casa ou ailleurs. Moi, mon rêve, parce qu'on perpétue une culture également de façon artificielle, et je n'ai pas honte de le dire, que ce soit muséifié ou que peu importe. Juste tout ce qui est en rapport avec l'habitation. Tu sais, c'est un monde. Donc, c'est le patrimoine immatériel, donc de le maintenir de façon artificielle. Il y a pas de. Moi, je serais pour un paysage, voilà, une sorte de maquette. هذه البزولة, هذه القارة, هذه العرقوب, هذه. Ça peut être magnifique pour toi, chanteur, d'avoir un imaginaire X sur l'espace. et des nouveaux mots. Et des nouveaux mots. Et... Bon, l'ergot, à peu près, grâce à peut-être aux chansons de Gigi Dalla, bon, j'ai cherché, je sais ce que c'est. Bon, le jarret. Ça peut être ça. Donc voilà. Maintenant, vous êtes citadin. Regardez, on va faire une petite excursion. On va essayer de nommer les choses. Vous connaissez uniquement Colline. الشعبة كتعرف شنو هي الشعبة؟ لا كنعرف الكودية العقبة. العقبة tu as Casa. Tu as Casa, tu vas connaître l'Aqba. Alors, Il n'y en a pas beaucoup à Casa, hein, c'est plat. notre culture spatiale est tellement pauvre, je la comprends, parce qu'à Casa, bon, tu vas dire Zanqa, rue, etc., Driba, et puis c'est tout, trottoir, et basta, donc tu ne vas pas aller plus loin. Et c'est très important pour l'imaginaire. Même si je ne suis plus nomade, même si je ne peux pas être nomade, même si le nomadisme a disparu, au moins une petite maquette pour dire, bon, voilà comment les gens nommaient leur espace. Et je te dis, une centaine que j'ai récolté. Une centaine de noms. De noms. L'hlasa, qui existe en français, hein, donc, mais le français est très ancien, comme le col. D'accord. D'accord. Ben, on mesure. Nif, le col, l'hlasa, dra, et ainsi de suite. Merci beaucoup, Si Hassan Al-Sheikh. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Et je vous renvoie vers un podcast qu'on a enregistré avec Si Ahmed Skounti. Oui, lui aussi, il a travaillé sur il ça. a travaillé sur le nomadisme, mais il a été nomade aussi, surtout dans sa jeunesse. Et lui, il a vécu jusqu'à, je sais plus 7 ans, quel 8 ans, il nous a âge, dit. Voilà, et donc il nous a parlé ça. également des jeux des nomades. Ouais. Il est retourné travailler sur sa tribu. Oui. Donc ça, c'est une autre... Enfin, chance et pas chance, parce qu'il en parle. Ouais, enfin, en tout cas, il a la version vécue et la version étudiée. Et c'est des transhumants, hein, c'est pas vraiment des... Ouais. C'est pas des nomades au sens... En tout cas, ce podcast existe, donc je vous invite à l'écouter. Il y a un très bon complément à ce qu'on vient de vous proposer aujourd'hui. Merci, Si Hassan. Merci à toi, Serida, et merci à Si Hamza, même s'il n'est pas audible.
Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.